air humide et une phase liquide qui va pouvoir assurer le transfert de chaleur et de matière. En définitive, on a établi les équations qui nous permettaient de dimensionner notre contacteur, trouver sa hauteur. Et pour trouver sa hauteur, nous sommes arrivés à une intégrale bien particulière, une intégrale que nous avons nommée, alors c'était l'intégrale de dH sur HI moins H, et cette intégrale, on l'a appelée le nombre de transferts d'enthalpie côté gaz. Et nous avons dit que cette intégrale comportait deux inconnus. L'enthalpie à une section quelconque de la colonne et l'enthalpie à l'interface. Malheureusement, cette enthalpie à l'interface, on ne la connaît pas. Et pour pouvoir donc calculer cette fameuse intégrale, il fallait d'abord déterminer les différentes enthalpies entre l'entrée et la sortie à l'interface. Et pour déterminer donc ces différentes enthalpies à l'interface, on a utilisé un diagramme opératoire sur lequel nous avons l'enthalpie en fonction de la température de la phase liquide. C'est le diagramme que je vais de vous afficher sur l'écran. Ce diagramme comporte deux tracés. Il y a la courbe d'équilibre. La courbe d'équilibre, c'est celle qui nous donne l'enthalpie à la saturation. Au phi égale 100%. Et ces valeurs-là, on peut les lire sur les diagrammes que nous avons vus. Donc on peut la tracer, cette courbe. Et il faut tracer aussi, avec cette courbe-là, ce que nous avons appelé la droite opératoire. Les deux sont nécessaires pour avoir la valeur de HI. Alors la droite opératoire, nous avons vu que sa pente, c'est LLM sur G'. LLM, c'est le débit moyen massique de la phase liquide, c'est S, la chaleur massique de la phase liquide, et G', le débit massique de gaz d'air sec. Donc tout ce terme-là représente la pente de ma droite opératoire que je dois tracer entre le point qui représente l'entrée de la colonne. Donc je dois connaître L1 et H1 pour positionner ce point. Et je dois connaître aussi le point qui représente la sortie de la colonne ou le haut de la colonne, représenté par la température TL2, la température de la phase liquide à l'entrée de la colonne, c'est-à-dire en haut, et l'enthalpie H2 de ma phase gazeuse. Et donc, cette droite-là, la droite opératoire, va être tracée dans le même diagramme que la courbe d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on doit tracer pour déterminer les enthalpies à l'interface? On doit tracer un ensemble de droites, je dis bien un ensemble, entre ce point-là et ce point-là, entre les limites, c'est-à-dire entre les deux, l'entrée et la sortie de la colonne. Donc on doit tracer un ensemble de droites qui vont me donner une température TL sur la droite, et couper, alors ces droites-là doivent couper la courbe d'équilibre en un point bien particulier qui a comme coordonnée en abscisse TLI, c'est la température de la phase liquide à l'interface, et en ordonnée, eh bien l'enthalpie de la phase gazeuse à l'interface HI. Et c'est cette valeur-là qui va me permettre de calculer l'intégrale. Alors ici, j'ai tracé une droite, donc j'ai eu une valeur de HI, et je vais tracer un ensemble de droites entre ce point-là et ce point ici, et ces droites-là seront parallèles, de telle manière à avoir un ensemble de valeurs de HI, et j'ai aussi un ensemble de valeurs de H pour chaque tracé.
ce qui va me permettre d'avoir un ensemble de colonnes, hein, de valeurs qui vont me permettre de tracer quoi H1 sur HI moins H, et la courbe délimitée par 1 sur HI moins H, et bien sûr, entre H1 et H2 va me donner l'aire délimitée par cette courbe H1 et H2 pour pouvoir déterminer l'intégrale qui représente le nombre de transferts d'enthalpie côté gaz. C'est cette intégrale-là qui va me permettre de dimensionner ma colonne, c'est-à-dire trouver Z, puisque nous avons trouvé Z égale à l'intégrale, donc cette fameuse intégrale des 2H sur HI moins H que multiplie G' sur SKY. Ça va jusque-là? Donc là, j'ai réexpliqué un peu comment on arrive, grâce au diagramme opératoire, de déterminer donc les conditions à l'interface pour pouvoir calculer le fameux nombre de transferts d'enthalpie côté gaz qui me permettra d'avoir donc la hauteur de cette colonne. Alors cette colonne, nous avons dit qu'elle nous permet d'humidifier, hein, nous avons écrit toutes les équations qui concernent l'humidification d'un air. Mon problème, c'est quoi? C'est d'augmenter l'humidité d'un air. Il rentre avec une humidité Y1 et il en sort avec une humidité Y2 supérieure à Y. Voilà ce que nous avions. Et bien sûr, nous avons vu que la réponse, elle passe par une construction graphique et une lecture sur ce diagramme opératoire qui donne l'enthalpie en fonction de la température de la phase liquide. Y a-t-il des questions là-dessus? Alors, vous êtes à 13 avec moi, 13 étudiants sur 79. Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Y a-t-il des remarques? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le message passe bien? Répondez-moi ou écrivez-moi un petit chat pour que je puisse continuer. Monsieur Ben Nasser, Mademoiselle Halek, vous pouvez me répondre pour que je puisse continuer? Madame, tu peux me donner ce Essayez PDF d'élever la pour voix bien... pour que je puisse vous entendre, s'il vous plaît. Bonjour madame, madame, ce PDF, Bonjour. tu peux m'envoyer Pardon? sur email ou bien ce Pardon? PDF? J'ai Le déjà PDF, envoyé madame. sur PDF toute cette partie-là, toute la partie équation. Mais Ouchni, je suis là avec vous, je suis en train de détailler. Je détaille. Mais alors, point par point. Je peux vous envoyer peut-être cette partie-là que j'ai vraiment détaillée par PDF, si vous voulez. Pour Hein? bien suivre, madame. Oui, madame, on veut envoyer ce PDF même. J'ai envoyé il y a 2 semaines hein, à votre délégué et il m'avait dit qu'il avait partagé avec vous toutes ces équations parce que je sais qu'elles sont délicates, il faut les voir point par point et à tête reposée, etc. Elles ne sont pas simples, hein, il y a beaucoup d'équations et qu'il faut voir à tête reposée. Mais j'ai déjà envoyé seulement sur Webex, là, je suis vraiment en train de détailler point par point. C'est pour ça que j'ai dit à votre camarade, temps pour le préparer. Hein. Vous voyez, toutes les équations sont écrites, etc., etc. Ça n'a pas été simple de préparer ce support. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? On peut continuer. Alors, il reste un point ou deux à vous exposer.
Alors, ici, vous exposez le point concernant le débit minimal de gaz à traiter. De gaz, un DR à traiter. Quel est le débit minimal? Alors, en fait, votre diagramme opératoire et votre droite est caractérisé par un point. Sur le diagramme opératoire, ce point a comme coordonnées TL1 et H1. Et le point 2, eh bien, on a su tout à l'heure qu'il est caractérisé par le point 2 qui a comme coordonnées TL2 et H2. Tout à l'heure. Hein. Seulement, moi, je veux connaître quel est le débit minimal que je peux traiter dans la colonne. Si le débit est minimal, toute cette pente-là, on saura comment, elle sera maximale. Puisque ma pente, la pente de la droite opératoire, c'est LLMCL sur G'. G', vous voyez qu'il est au dénominateur. Si G' est minima, ça veut dire que la pente doit être maximale sur mon diagramme opératoire. Tout le monde a saisi? Tout le monde a saisi que si je veux connaître quel est le débit minimal, que je peux traiter dans ma colonne, pardon, hein, des fois ça, eh bien, la pente de la droite opératoire, qui est égale à LMCL sur G', eh bien, doit être maximale. Pardon. Est-ce que tout le monde a saisi ça? Il faut qu'elle soit maximale. Donc, si je reviens à mon diagramme opératoire, ce point-là, c'est l'entrée. Je ne peux pas... Il est fixe. Maintenant, si la pente doit être maximale, elle était, par exemple, elle se situait ici, par exemple, avec un débit quelconque. Les annotations ne marchent pas. Rapidement. Par exemple, j'étais là. Alors, voilà. Maintenant, je veux connaître quel est le débit minimal que je peux traiter. Donc, cette pente-là, il faut que je l'augmente. Et le maximum, eh bien, c'est lorsque la droite opératoire va être tangente à la courbe d'équilibre. Donc, en fin de compte, la pente qui correspond à un débit minimal, et donc la pente maximale, eh bien, c'est lorsque vous allez tracer cette fameuse droite opératoire, et vous allez la tracer tangente à la courbe d'équilibre. C'est de cette manière-là que vous allez déterminer le débit minimal de gaz à traiter. Le débit minimal, alors ce sera G', le débit d'air sec. L'air sec, c'est ce que vous allez faire en TD lorsque vous allez traiter les problèmes qui sont proposés. Est-ce que vous avez compris cette notion de débit minimal de gaz à traiter et de droite opératoire qui doit avoir une pente maximale? Pourquoi? Parce que ça, la valeur de la pente, eh bien, le débit de gaz sec se retrouve au dénominateur. Et donc, s'il est au dénominateur, si cette valeur est minimale, ça veut dire que la pente est maximale. Maintenant, comment je vais tracer cette pente maximale? Ben, maximale, c'est-à-dire que je dois l'augmenter, mais il arrivera un moment où je ne peux plus aller au-delà. Pourquoi? Parce que
la courbe frontière, c'est la courbe d'équilibre. Je ne peux pas aller au-delà. Et donc, c'est ce qui va, ce tracé de droite opératoire tangente à la courbe d'équilibre va me donner la valeur de la pente que je cherche. Et ayant LMCL, je peux déterminer donc le G' minimal qui, des fois, est demandé pour traiter un certain gaz, c'est-à-dire pour l'eau, pour l'humidifier. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, sur le tracé de la droite opératoire tangente à la courbe d'équilibre pour la détermination du débit minimal de gaz? Y a-t-il des questions? Non, madame. C'est bon? Oui. Alors, avant de clore ce chapitre, je vais vous exposer, pardon, est-ce que vous arrivez à voir ce que je vous ai, Non, je madame. viens de partager? Non. Non? Attendez. Et là, est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir ce que j'ai partagé? Non, pas encore. Pas encore. Pour les gens qui... Alors, nous sommes à... Vous êtes à 19. Alors, pour les gens qui ont assisté au premier cours sur le chapitre de l'air humide, j'avais parlé de l'appareil qui existe pour mesurer l'humidité. Et cet appareil-là, je l'ai appelé le psychromètre. Le psychromètre. Est-ce que quelqu'un le psychromètre? Et psychromètre, on l'écrit comme ceci. Psychromètre. Psychromètre. Alors, ce psychromètre, j'avais expliqué en cours qu'il nous permet de lire deux températures. La température de l'air, la température sèche de l'air humide et la température du bulbe humide. Et j'ai dit que ce psychromètre, cet appareil-là, est constitué de deux thermomètres. Le premier, c'est celui-là. Le premier, c'est celui-là. Pardon. Le premier, c'est celui-là. C'est le thermomètre à bulbe sec, ou le thermomètre qui me permet de mesurer la température de l'air. La température de l'air. Et le second, c'est un thermomètre qui est plongé dans de l'eau grâce à une gaz qui est humide, plongé dans un bac. Alors, cette gaz, c'est quoi? J'avais expliqué, la gaz, c'est celle quand on est blessé, bien, on fait un pansement avec de la gaz. Eh bien, ça permet d'envelopper le bulbe du thermomètre et de le garder constamment humide. Donc, j'ai un thermomètre qu'on appelle thermomètre sec et le thermomètre qui me permet d'avoir la température du bulbe humide. Cette température-là, vous l'avez appelée T. Et cette température-là, vous l'avez appelée TW. On l'a appelée TW, la température du bulbe humide. Alors, ces deux thermomètres donc, sont placés dans des conditions différentes. Celui-ci ne comporte pas de gaz humide, alors que celui-ci, il est constamment
humidifier grâce à cette gaz qui l'enveloppe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire circuler de l'air, on va faire circuler donc à une certaine vitesse, une vitesse qui est de l'ordre de 2 mètres par seconde. Hein. Donc on va faire circuler l'air qu'on veut analyser au point de vue humidité. Donc cet air-là, il va passer par le premier thermomètre, il va m'indiquer une certaine température. Cette température, je l'appelle la température de l'air. Et c'est la température aussi qu'on dit sèche. Sèche, non pas parce que l'air est sec, mais parce que le bulbe ne contient pas, n'est pas enveloppé par une gaz humide. Ça ne veut pas dire que l'air est sec. Et donc cet air-là va aussi passer par le deuxième thermomètre. Alors si l'air n'est pas saturé, eh bien les deux températures que je vais noter sur les deux thermomètres ne seront pas égales. Et quel est le phénomène qui va se passer? Si l'air n'est pas saturé, eh bien le bulbe ici, qui est humide, eh bien il va perdre une certaine quantité d'eau. Et cette quantité d'eau va s'évaporer. Elle va s'évaporer pour essayer de saturer l'air qui n'est pas saturé en humidité. Hein, tout ça, ça relève des équilibres. C'est pour équilibrer, disons, l'humidité entre cette région-là et cette région. Et pour s'évaporer l'eau, elle va avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, où est-ce qu'elle va la prélever? Elle va la prélever au niveau donc, du bulbe. Et donc, si elle prélève de l'énergie, eh bien, la température, elle va diminuer. C'est pour cela que le deuxième thermomètre va nous donner une température inférieure à la première température. Et cet écart de température entre les thermomètres est d'autant plus grand que l'air est sec. S'il est saturé en humidité, eh bien l'eau ici ne va pas s'évaporer. Et donc les deux températures, aussi bien du bulbe humide du premier thermomètre que celle du deuxième, elles seront égales. Elles seront égales si l'air est saturé en eau. C'est-à-dire que je ne peux pas encore admettre de l'humidité à l'intérieur de mon air. Maintenant, si son humidité est inférieure à la degré de saturation, à YS, eh bien, il y aura une différence de température. Et c'est cette différence de température qui va pouvoir nous aider à connaître l'humidité de l'air. Alors, donc, ce psychromètre me permet aussi bien d'avoir la température sèche de l'air que la température du bulbe humide, la température TW. Et cette température TW, vous vous rappelez, lorsque vous avez fait des séances de TD, quand on vous donne deux températures, la température sèche et la température du bulbe humide, vous pouvez lire sur le diagramme de Carrier aussi bien l'humidité absolue que l'humidité relative. Oui ou non? Répondez-moi. Vous avez déjà traité des exemples où on vous donne deux températures, la température sèche et la température du bulbe humide, et grâce à ces deux températures, vous pouvez, sur le diagramme de Carrier, lire l'humidité relative et l'humidité absolue. Allez, répondez-moi. Je voudrais avoir vos réactions. S'il vous plaît. Mademoiselle Hillek, Monsieur Benassar, Monsieur Dif, hein? Les deux températures nous permettent de quoi? De connaître l'humidité de mon air, à savoir son humidité absolue et son humidité relative. Oui. Alors, ça c'est disons le schéma de principe de mon psychromètre. C'est un peu comment expliquer le principe de fonctionnement, comment il est constitué. Mais maintenant, alors,
il y a quelques années de ça, les psychromètres, pardon, c'est lent, c'est très lent. Voilà. Alors, il y a quelques années de ça, hein, moi je me rappelle quand j'ai commencé mes études, hein, les psychromètres qui existaient au niveau des laboratoires avaient cette... mais en contact. Donc ici, par exemple, c'est du garnissage structuré, hein. Vous avez déjà vu, quand vous avez vu les colonnes garnies, on peut soit utiliser du garnissage en vrac ou bien du garnissage qu'on appelle structuré. Donc, ça, c'est du garnissage qui me permet d'augmenter la surface de contact entre mes phases. Et ces phases-là, c'est quoi? C'est de l'eau chaude que je vais faire descendre par ici, hein, dans ce sens-là. Ça, c'est l'eau chaude qui va arriver donc dans le garnissage. Et je fais aussi circuler à contre-courant de l'air frais. Donc en définitive, mon LT, donc il va prélever de l'énergie pour ressortir plus chaud. Et bien sûr, l'eau qui est à l'intérieur des tubes LT va se refroidir de cette manière. Vous voyez que l'air ambiant, eh bien, il sera utilisé de cette manière-là pour refroidir notamment des eaux qui sont portées à haute température et qu'on veut bien sûr refroidir. Ça, c'est donc le schéma de principe que je vous ai exposé ici. Maintenant, comment sont constitués les appareillages, hein, qui nous permettent de faire ce refroidissement grâce à cet air dont on dispose. Alors, donc ça, c'est le schéma de principe que nous venons d'expliquer. Le schéma de principe. Et là, je vous ai proposé le schéma de ce qu'on appelle un aéroréfrigérant. Donc, on retrouve à ce niveau-là les tubes LT, les tubes avec des ailettes.
À l'intérieur de ces tubes à ailettes, on va faire circuler l'eau. On va faire circuler l'eau. Et à l'extérieur, on va faire circuler l'air frais. L'air frais en bas et porter à une température inférieure à celle de l'eau, bien sûr. Donc, il va monter. Une fois qu'il aura traversé ce domaine-là d'échangeur, il va bien sûr se réchauffer. Et donc, à ce niveau-là, on a un ventilateur de telle manière à faire évacuer l'air chaud. Et de ce côté-ci, on fait donc rentrer l'eau chaude qui va circuler pour ressortir à ce niveau-là, bien sûr, débarrasser de ces calories, donc froides. On a refroidi l'eau et bien sûr, on a bien sûr réchauffé l'eau avec les calories de l'eau chaude que j'ai fait rentrer à l'intérieur de mon échange. Ça va jusque-là, s'il vous plaît? J'attends vos réactions, s'il vous plaît. Je peux continuer? Oui, madame. Très bien. Là, on est en train de voir donc le principe. Alors maintenant, je vous présente les fameux aéroréfrigérants, les aéroréfrigérants qui sont utilisés industriellement. Vous avez la partie échangeur ici et l'autre partie qui permet de faire arriver l'air. Ici, l'air va rentrer par le bas. Il va traverser donc l'échangeur de chaleur constitué de tubes LT. Là, on voit une autre image de ces aéroréfrigérants. C'est ce qu'on appelle les aéroréfrigérants. Aéroréfrigérant, ça veut dire que je refroidis avec de l'air. Aéro, c'est air. Réfrigérant, je refroidis quoi? Ben, c'est de l'eau qui circule à l'intérieur des tubes LT et des ailettes et je le refroidis comment? Avec de l'air qui est disponible. Alors, je vous présente ici une image aussi, photo plutôt, une photo d'un ensemble d'aéroréfrigérants, donc constitué de plusieurs éléments. Et pour cette photo, l'échangeur est situé en bas, c'est là qu'il y a l'échangeur. Donc l'air est aspiré à la partie basse de l'aéroréfrigérant et il va sortir par la partie haute. Il va sortir bien sûr plus chaud que l'entrée qui est à ce niveau-là. Et vous voyez là, par exemple, je vous ai choisi une photo exprès avec des travailleurs, ici. Regardez, donc c'est nous constatons qu'il y a des travailleurs à ce niveau-là. Vous avez vu? Donc vous voyez la taille, elle est assez importante. Ces aéroréfrigérants sont très, très grands. Et ces aéroréfrigérants, on les rencontre souvent dans les unités pétrochimiques. Par exemple au sud, dans les unités qui traitent le gaz, dans les unités, il y a de raffinage, etc. Eh bien, l'eau qui doit être refroidie, eh bien, elle est refroidie par ce qu'on appelle les aéroréfrigérants. Vous avez aussi une autre utilisation de ce principe de refroidissement de l'eau dans les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, eh bien, les réacteurs sont refroidis avec une eau qui doit être traitée thermiquement, c'est-à-dire refroidie. Donc, alors là, je vous expose uniquement le principe. Donc, l'eau qui arrive, par exemple, ici à 38 degrés, elle va traverser dans une cheminée. Tout ça, c'est une cheminée. Elle va traverser une partie de garnissage,
qui va assurer une grande surface de contact entre l'air qui arrive en bas, l'air frais. Donc, il va être en contact avec l'eau qui est giclée à la partie supérieure de la partie garnie. Et donc, le contact entre la phase liquide portée à une certaine température et l'air, bien sûr qui est frais, eh bien, va faire que l'air va se réchauffer et l'eau va se refroidir. Et on va recueillir en bas de cette cheminée de l'eau refroidie avec l'air qu'on a fait circuler. Généralement, donc, si vous avez fait attention, dans les centrales nucléaires, il y a des cheminées en béton et au sommet de ces cheminées, il y a toujours de la vapeur d'eau qui sort. Est-ce que vous avez fait attention à ça, s'il vous plaît? Répondez-moi. Les centrales nucléaires, il y a toujours des cheminées et au sommet de ces cheminées, on voit qu'il y a un dégagement de vapeur. Cette vapeur-là, elle provient de quoi? Elle provient du fait que l'eau est utilisée, l'air est utilisé pour refroidir l'eau qui sort des réacteurs. Ça va jusque-là, s'il vous plaît? Je peux continuer? Ce sont juste des informations qui vous permettent de savoir que l'air ambiant est utilisé pour refroidir l'eau industriellement. Ça va jusque-là? Madame. Oui, madame. Bien. Alors, je termine donc ce cours concernant l'air humide avec ces notions sur l'utilisation industrielle de l'air pour le refroidissement. Et je vais commencer le chapitre concernant le séchage des solides. Alors, s'il y a des propositions, des suggestions, vous pouvez m'écrire et m'envoyer par mail vos suggestions sur le chapitre concernant l'air humide. Avant de commencer le séchage, je voudrais savoir par votre bouche, est-ce que ça va en